On va commencer avec vous, Jean-Paul Collen. Oui, d'accord. Puis on montrera. Je vous remercie d'abord de m'accueillir ici. Bon, comme vous l'avez dit, je suis pas du tout spécialiste des cinémas de l'Est, mais j'ai quand même un petit sentiment pour ce cinéma parce qu'il y a eu à l'école des hautes études toute une époque polonaise où un certain nombre d'enseignants de l'école organisaient des voyages de solidarité avec la Pologne. Je pense à Jacques Revel, Emmanuel Terret, etc. et d'autres. Donc, par ailleurs, j'ai bien connu Marcel Osinski et vous lui ferez mes amitiés ce soir parce que je ne pourrai pas être là, mais je l'ai beaucoup côtoyé à Arte quand j'étais chargé de programme et donc toutes ces sagas sur la Pologne, on les a vues et revues ensemble maintes fois. Et donc là, je vais jeter plutôt quelques idées sur des rôles et des positions dans le film, tout à fait dans la gamme des questions que vous avez suggérées là, parce que bon, très souvent, effectivement, le personnage se retrouve pas totalement dans le film qu'on lui propose en fin de course, et c'est particulièrement vrai des scientifiques. Et donc je voulais quand même parler du rôle des experts ou des conseillers scientifiques dans les films. En général, ils sont assez contents qu'on leur propose d'être conseillers scientifiques dans un film parce que ça leur donne une ouverture vers un public un peu plus large. Ils échappent un peu à leur public plus confiné. Mais après, il se produit souvent un désenchantement parce qu'au fur et à mesure que les pressions du film, qui sont des pressions de tout ordre, de tous ordres, simplifient leurs propos d'une manière qu'ils ne sont pas toujours prêts à accepter, de telle manière qu'à la fin du film, ils se posent des problèmes sur leur utilité, sur est-ce qu'ils avaient vraiment leur place, est-ce qu'ils doivent figurer au générique ou pas, enfin ça peut aller jusque là. Et en même temps, il faut dire aussi que ça n'est pas pour dire que les films trahissent nécessairement la complexité scientifique, parce qu'on peut aussi dire le contraire. Il arrive que des films aient une influence sur la manière de faire la science. Je pense par exemple à la série qu'on a citée, là, de Mordilla et Jérôme Prieur, sur Corpus Christi, sur l'historicité du Christ. Bon, ils ont, par leur audace, fait une coupe transversale à travers toutes les recherches qui se sont faites au monde sur l'historicité du Christ, jusqu'à produire une synthèse qui a modifié la manière de voir de bien des historiens et de théologiens, etc., dans le monde. Et donc, parfois, le fait d'avoir une audace qui n'est pas dans la routine des protocoles universitaires produit quelque chose qui a une efficacité propre sur la recherche scientifique. Et donc, il y a quand même aussi un problème qu'a évoqué, alors je ne connais plus le prénom, mais c'était Anaïs, je pense, la productrice radio, réalisatrice radio. C'était très intéressant parce que cette question d'avoir une matière suffisamment polymorphe pour pouvoir un peu la manipuler de telle manière à ce que l'idée soit claire et qu'elle ait l'air de se tenir toute seule, etc. C'est une question extrêmement délicate parce que d'une certaine manière, un réalisateur n'aimerait pas forcément montrer comment il manipule ces personnages, parce qu'effectivement, les questions, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez bien raison de me poser cette question. Bon, tout ça évidemment est coupé au montage, mais souvent ça rend le débit de la parole artificiel, et donc on n'arrive plus à monter comme on veut le film. Et donc généralement les réalisateurs posent la question de manière différente pour avoir un peu le choix entre les manières de et puis, par exemple, maintenant c'est la mode, tout le monde termine ses phrases par voilà. Il y a une voilite formidable dans la société française, et donc les gens disent, écoutez, tout bien réfléchi, moi je pense que voilà. Et écoutez la radio, écoutez la télé, vous allez voir ça partout. Et donc, pour le montage, c'est terrible. C'est terrible. Toutes les phrases se terminent par voilà. Et donc, alors, il y a des astuces, on passe au hors-champ, etc.
Et parfois, on voit un expert ou un spécialiste qui est interrogé, et on voit que la question lui convient pas. Et il n'ose pas dire, mais c'est pas comme ça qu'il faut poser la question, mais c'est pas la bonne question. Et il se tortille pour finalement donner une réponse à une question qui est pas posée, mais qui lui paraît la bonne. Mais alors, du coup, ça fait un flottement dans le documentaire qui est visible. Hein. On le voit à la salle de montage. C'est mieux de le voir à la salle de montage, mais parfois on le voit dans le film aussi. Et donc, bon, je vous cite quand même un exemple qui est assez intéressant. C'est l'historienne Colette Beaune, qui est une spécialiste de Jeanne d'Arc, et qui a donc été invitée à être conseillère scientifique d'un film. Et alors, je vous cite parce que c'est vraiment amusant. Elle dit: il y a un côté comique dans cette affaire. Nous avons servi de caution intellectuelle indispensable mais négligeable. Elle parle de tous ses collègues historiens. Tous alignés dans l'obscurité verdâtre de notre chère bibliothèque, savants presque desséchés au milieu de nos livres, cherchant à nuancer nos propos, tandis que le journaliste, M. Gay, est filmé cheveux au vent sur fond de vallée mosane, déclinant à tout va des affirmations qui ne sont en fait que des hypothèses. Et en fait, c'est assez fréquent d'avoir. C'était quand même pour Arte. C'était pas non plus ni TF1 ni RTL. C'était quand même une chaîne culturelle. Et donc, ce sont des questions assez sérieuses. Et il n'y a pas de réponse simple. Je pense pas qu'on puisse régler ça. Juridiquement, Ania a dit, je ne sais pas ce que vous avez dit hier, mais que vous avez constaté que le droit vous aiderait pas beaucoup. C'est mon avis aussi. Je pense que multiplier les règlements, ça empire encore la question. Et c'est au réalisateur et de créer un climat de confiance ou d'organiser son mauvais coup. Ça peut aussi se produire, j'y viendrai, avec une certaine liberté, parce que sinon, évidemment, c'est une atteinte formidable à la liberté de pensée et de création. Alors, bon, cela dit, un documentariste, enfin, il y a des gens qui n'aiment pas le mot, mais bon, ça dit quand même ce que ça dit. Il a quand même des problèmes éthiques qui sont pas tout à fait les mêmes que le réalisateur de fiction. Il ne peut pas faire n'importe quoi de ses personnages non plus. Donc tout ça est une question d'équilibre et il faut être suffisamment convaincant pour qu'on n'ait pas besoin du droit, ni de règlement, ni de charte éthique, etc. Et en fait, l'agenda professionnel des gens de médias exerce une pression formidable en faveur de la facilité de communication. Et ça me paraît d'ailleurs assez curieux parce que ça a été ânonné dans toutes les écoles de communication, puisque c'est sur les plus gros départements, c'est ceux-là maintenant, surtout dans le monde anglo-saxon, où on dit comment il faut faire, et donc il faut pas la moindre complexité, il faut être simple, vous êtes prié d'être bon en 2 minutes, si vous n'êtes pas bon en 2 minutes, on vous jette, on prend quelqu'un d'autre, et il faut que ce soit clair et net, il faut pas de bruit informatique, quelque chose qui vient brouiller l'information, alors même qu'aujourd'hui, on voit des séries télévisées, je pense que des choses comme Atufim ou Homeland, la version américaine, etc., qui sont d'une complexité folle, que le public aime bien. Donc on a parlé à la place du public pendant, je sais pas moi, 30 ans peut-être, au nom de la nécessité de faciliter la communication. Et donc, moi, je pense que le public, il est capable de absorber des complexités assez grandes et qu'on a sous-estimé ce phénomène et on l'a sous-estimé au point que c'est souvent des médiateurs, c'est-à-dire des faux penseurs, des gens qui n'ont pas produit la pensée, mais qui ont pris la pensée des autres et qui savent la communiquer, qui se sont glissés comme spécialistes entre le public et les producteurs de télévision. Et on voit ces médiateurs se produire partout. Alors que si on va chercher les vrais chercheurs, peut-être qu'il y en a qui sont quand même capables de s'exprimer. Et donc, souvent, le spécialiste, il n'a pas le droit au final cut, comme on dit. C'est pas lui qui décide en dernière analyse si ça c'est dedans ou c'est dehors. Et ils en souffrent. Mais je défends l'idée qu'il faut que ça reste comme ça. C'est quand même au réalisateur. On fait pas un film dans un souci démocratique où on donne le même pouvoir à tout le monde, aux spectateurs, aux gens qui sont dans le film, aux réalisateurs, etc. Je ne crois pas du tout aux œuvres à multiples mains. On peut avoir une équipe, on peut faire des films à plusieurs, mais c'est très difficile, même entre de gens qui s'entendent très bien.
Morin, Rouche, il y a des exemples célèbres. Il y a toujours un qui gagne et un qui perd. Hein, c'est quand même bien que le réalisateur puisse faire un film. Hein, donc c'est pas en partageant d'une manière très sympa, équitablement le pouvoir avec tout le monde qu'on peut produire une œuvre. À un moment donné, il y a quelqu'un qui tranche. Trancher, c'est le final cut. Et tant mieux. Mais bon, si on regarde l'histoire, même par exemple, par exemple, Nuit et brouillard a été fait avec le concours d'un comité d'historiens, mais ils n'étaient pas contents du film final. Donc c'est intéressant aussi d'étudier les archets, comment ont été produits les films, quelles ont les pressions qui se sont exercées pour que les choses soient dites ou pas. Dans Nuit et brouillard, on ne dit pas une seule fois le mot juif, par exemple. Bon, pourquoi, etc. Donc c'est un problème qui fera toujours débat. Mettons-nous à la place de quelqu'un qui est spécialiste, par exemple, du Rwanda, et qui a suivi le génocide. Un documentariste, je ne vais pas citer de nom, mais bon, je connais l'exemple précis si vous en avez besoin. Un documentariste l'interview et puis colle sur ces images des vues de massacre. C'est insupportable. Pour le chercheur, c'est insupportable. Sur ses paroles, oui. Et donc il passe en off, il est en in, il passe en off et hop, et on a les atrocités. C'est pour lui insupportable. Mais il n'a pas beaucoup de recours. Il peut juste le dire. Et éventuellement, il peut faire une objection et interdire la sortie du film, mais c'est compliqué. Et donc, en général, il y a beaucoup de gens qui sont pas tout à fait contents, mais qui acceptent forcé, bien forcé, la forme dans laquelle le film a été publié, édité. Et l'interviewé aussi, il a pas quelqu'un qui est interviewé dans un documentaire, il a pas le droit de dire où est-ce qu'on coupe, où est-ce qu'on coupe pas. Donc c'est forcément assez inégalitaire. Et aussi bien dans l'exploitation d'archives d'ailleurs. L'exploitation d'archives, on peut couper. Je ne sais pas si vous avez. Il y a certains documentaires me font penser à des phrases écrites avec les mots des autres, où on a des petits bouts de phrases, même des réalisateurs que j'aime bien, comme William Carell par exemple, il fait ça. Il prend des petits bouts de phrases et il fait son texte à lui. Et quand on a des extraits assez courts, on peut écrire un nouveau texte avec les mots des autres. Et donc, et les autres tombent dans une nasse, le piège tendu par le réalisateur, avec des bouts de phrases qu'ils ont dit dans un texte qui était conçu autrement, qui avait une autre logique d'argumentation. Alors, on sait quand même que la signification des énoncés dépend de la position de l'énoncé. Je ne sais pas qui c'est qui disait que couper, c'est déjà un acte de création. On coupe dans le vif. Et quand on dit, il y a le célèbre exemple de Rocard qui dit la France ne peut pas accepter toute la misère du monde. Alors on coupe là. Les médias ont coupé là. La phrase disait, mais elle doit en prendre sa part. C'est évident que si on laisse toute la phrase, le sens est complètement différent de son sens tel qu'il est. Il a été passé en boucle sur toutes les chaînes de télévision. Et donc, il est de pratique courante pour les réalisateurs d'inverser les paragraphes pour améliorer la compréhension, d'ôter tout ce qui peut gêner, de rendre plus direct, d'enlever les digressions. Avec les gens âgés, c'est formidable, on a des digressions. Mais moi, j'adore ça quand on filme. Les gens âgés, ils adorent. C'est ce qu'ils préfèrent, c'est les digressions. La structure linéaire du récit les intéresse pas. Mais tout à coup, il y a une petite poche et hop, ils sont partis. Bon, en général, on enlève ça au montage. Et alors, curieusement, moi, j'ai souvent eu l'impression que c'était là qu'ils vivaient vraiment. Il y avait vraiment quelque chose d'intense. La digression n'était pas venue pour rien. Et donc, comment trouver la forme pour que la digression ait sa place, c'est un problème qu'on peut avoir. Alors, par exemple, on peut aussi couper les hésitations. Par exemple, si Anaïs est là et veut monter la bande que je vais produire en parlant maintenant,
elle coupera les hésitations, j'espère. Donc j'aurai l'air un peu plus sûr de moi, un peu plus éloquent, avec une meilleure rhétorique, etc. Mais en même temps, les hésitations, c'est important aussi. Quand on dit est-ce que fumer ça donne le cancer, et que le scientifique dit je sais pas trop, et puis après se reprend en disant oui bien sûr c'est très mauvais, etc. En général on enlève tout ça parce que ça gêne le propos. Et or c'est d'un point de vue disons anthropologique, savoir comment est produit une réponse, c'est très intéressant. Alors c'est ce qu'on cache. On cache l'essentiel. C'est-à-dire comment on veut que le public retienne un énoncé, comme un théorème de géométrie, qui n'aurait pas eu de question, qui ne viendrait pas d'une question. Alors que d'un point de vue anthropologique, le plus intéressant, c'est de montrer comment on produit un savoir, comment on produit un énoncé. Et donc, l'interviewé n'a pas grand-chose à dire non plus quant au cadre. Par exemple, les personnages des pêcheurs là du cauchemar de Darwin, ils n'ont pas demandé à être filmés en très gros plan dans une lumière verte qui fait un peu penser aux films d'horreur. Ils ont pas été regardés dans l'œilleton ni dans la salle de montage. Moi-même, je suis paru dans un film qui était fait par un copain que j'adore, que j'aime beaucoup. Mais donc dans ce film, il y avait des gens sur le terrain en Afrique, et puis il y avait moi qui étais interviewé. Il m'a pris de très très loin. Et donc j'ai compris après que c'était une allusion au regard éloigné de Lévi-Strauss. Mais moi ça m'arrangeait pas. Toute mon anthropologie a consisté à dire que j'étais proche des gens. Mais j'ai rien dit, mais j'étais pas très content. Alors j'ai un autre copain qui est un spécialiste du Moyen Âge et qui a lui-même l'air d'un moine du Moyen Âge. Et alors il a été filmé en très très gros plan avec toutes ses rides et tout ça, et il était épouvanté lui-même de son propre personnage. Donc on n'a pas grand-chose à dire. Alors par exemple le politicien qui passe, ou bien la vedette de cinéma, ils sont ultra maquillés pour qu'ils aient l'air magnifiques, etc., sans prise, sans être victime du temps qui passe, etc. Alors que un vieux savant dans un film, on lui épargne rien, on le prend comme ça. Et donc aussi les scientifiques eux-mêmes méprisent un peu, je trouve, le film parfois, parce que quand ils font leur travail sérieux, et puis on leur dit voilà, est-ce que après votre journée de travail, je peux venir vous filmer dans votre bureau et vous allez nous expliquer comment on mangeait dans l'Antiquité classique, enfin à telle époque, enfin je prends des exemples absurdes. Et il dit oui bien sûr, passez à 5h30, ça, donc on passe 1 heure à installer les éclairages pour que les éclairages soient bien. Et puis ce même scientifique qui passe un temps fou à écrire des phrases absolument ciselées, la moindre virgule est pesée pour voir s'il est à la bonne place, etc., parle au débeauté assez mal de son truc, et c'est ça qui passe à la télévision, dans le documentaire. Donc il y a mépris des deux côtés du vrai travail de qu'est-ce que c'est que produire un texte. Alors, en plus, la vérité, il y a un problème de vérité factuelle aussi sur la simplification. C'est un vrai problème. Est-ce qu'il faut simplifier? Parfois, oui. C'est quand même assez essentiel que, je sais pas, quelqu'un disait tout à l'heure, c'est quand même mieux quand le spectateur comprend le film. Je crois que c'est la monteuse. C'est une phrase de monteuse, ça. C'est vous. Bon, alors donc il faut simplifier, mais aussi quand même, par exemple, les anthropologues. Il y a un anthropologue très connu qui s'appelle Clifford Geertz, qui dit que quand même le cœur de métier de l'anthropologue, c'est de produire des descriptions denses, thick description. C'est difficile à traduire en français, et parce que en fait tout est compliqué. Il y a un effet de loupe de chaque question qui fait que tout est compliqué. Et donc, à un moment donné, il faut aussi avoir le talent documentaire de montrer qu'une question est compliquée.
Et donc la simplifier à tout crin n'est pas nécessairement là. Et là, parfois, il y a conflit avec les producteurs, même aussi, qui disent ah ben écoutez, on fait pas une thèse de doctorat, on fait un film. Et bon, c'est vrai, c'est une remarque juste, mais en même temps, parfois, il est bon que le film, quand même, ne dise pas complètement autre chose à force de simplifier. Et, or, on voit ça tout le temps. On voit sur les propos des gens. Si on dit, bon, la pensée esthétique de Malraux, je vous assure, c'est pas simple. Bon, on voit des simplifications dans tous les films de la Terre. La même chose sur Karl Einstein, qui est à la mode maintenant, ou etc. Mais quand on voit une interview, je sais pas, d'un historien un peu sérieux, c'est un peu compliqué. Il faut quand même s'appliquer. Donc, pourquoi est-ce que on s'appliquerait à lire un texte un peu difficile? On parlait de Foucault, etc. Tout à l'heure. Mais un film devrait être facile. Parce que le public est plus large. C'est pas forcément vrai, pas forcément juste. Je vais vous demander d'accélérer. Oui, d'accord. Alors donc, en fait, moi je suis... vous me laissez combien de temps là ? 2 minutes. D'accord, donc je vais vraiment conclure alors. Donc oui, alors la question du personnage, c'est qu'il y a quand même des films procès, beaucoup de documentaires. Le documentaire est un genre contestataire depuis le début. Et donc, beaucoup de films sont faits pour attaquer les gens, ne sont pas faits pour les respecter. Et donc, il y a quand, je sais pas, Errol Morris, par exemple, le film McNamara, c'est pour lui jouer un sale tour. Donc, il établit une connivence, comme on a dit ce matin, mais c'est une connivence qui est un petit peu roublarde, parce que en fait, il veut que McNamara dise lui-même qu'il est un salaud. Et il y arrive très bien. Client facile, de ce point de vue-là, d'ailleurs. Mais bon... Un homme très intelligent, oui. Mais alors, même chose avec Donald Rumsfeld. Errol Morris, vous savez, il a un système particulier. Il se met dans un téléprompteur, là, et les gens ont un truc, c'est une sorte de confession à quelqu'un, et donc il arrive. Et bon, il y a des exemples, même. Par exemple, Grey Garden, je ne sais pas si vous connaissez ce film des frères Maisel, qui est un film sympathique sur 2 personnages, 2 femmes, mère et fille, complètement borderline, qui vivent dans une crasse épouvantable et qui sont délirantes. Il en fait un film sympathique, mais c'est pas sûr qu'il n'y a pas une petite exploitation derrière. Donc, tout ça est très compliqué. Je crois qu'il faut respecter la liberté des cinéastes. C'est pas en faisant des règlements. Les Américains font beaucoup de règlements. Si on suit les règlements de la recherche anthropologique qui ont été publiés par des grandes revues américaines, on fait plus d'anthropologie. C'est fini. Donc la solution n'est pas là. Elle est dans la négociation. Mais un réalisateur n'a pas non plus intérêt à ce que son film subissent la rébellion des gens qui y ont collaboré en disant c'est scandaleux, j'ai été maltraité, etc. Donc il a aussi, lui aussi, intérêt à être relativement convaincant et élégant pour que tout le monde s'y retrouve. On va passer à la seconde intervention. Donc vous vouliez montrer un extrait de film avant de commencer parce que... Non, je crois qu'il faut d'abord présenter le sujet de mon point de vue. Et moi, je ne suis pas... le parole, ce n'est pas mon métier. Alors, sauf ça, j'ai des difficultés avec la langue, mais tout de même. Mais je connais, parce que j'ai tourné plus que 300 documentaires. Alors, j'ai vu beaucoup de choses et je veux commencer par exemple de mon ami Krzysztof Kieślowski, qui a tourné un film avec mon ami comme chef opérateur, qui s'appelait Au point de vue d'un gardien de nuit. Du point de vue d'un gardien de nuit. Oui. Et ça a été fait en 1979, je crois. Et c'était un film très fort. Il a montré l'influence de système sur le moral d'un gardien de nuit. Il devenait fasciste, il devenait, comment on dit, il a dénoncé des gens, oui, dénoncé on peut dire, oui, au nom de
de la supériorité du système. Et ce film pourrait être comique parce que c'était une créature vraiment horrible. Mais quand le film était fini, Kieślowski a décidé d'essayer de ne pas montrer ce film, tandis qu'il était très bien réussi par les spectateurs. Tout le monde le comprenait très bien, comprenait que c'est un très important film montrant le damage, dégâts, oui, les conséquences néfastes. Oui, de l'idéologie sur le citoyen. Mais son problème, et le mec, il aimait le film. Il était très content. Il se retrouvait. Oui, il était très content parce qu'il a montré, par exemple, il a dit dans le film que la meilleure idée pour les gens, pour éduquer les gens, est de faire l'exécution en public pour tout le monde le voit. Oui, etc. Et il était fier de lui-même. Mais pourquoi Kieślowski n'était pas, il n'avait pas peur de faire mal à lui, mais à ses enfants. Parce que il y avait une scène dans le film quand il prépare son fils qui va sortir pour quelque chose. Il lui fait la cravate, oui. Et il lui dit, il lui fait l'instruction comment il faut se comporter. Se comporter, oui. Et Kieślowski, soudain, pensait que peut-être pour ce jeune homme, quand il voit le film dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça sera très très dur de voir son père comme un monstre. Et il n'était pas coupable, pas du tout, le jeune. Et c'est pour ça il a battu toute sa vie pour ne pas montrer ce film, mais il n'a pas réussi. Oui, pas du tout, parce que le film était si fameux, si bon, qu'il se trouve dans toutes les anthologies de ces films, etc. Alors, le problème, ce n'est pas toujours les relations entre l'auteur et le héros, mais aussi entre l'auteur et lui-même. Parce que de temps en temps, il arrive que ça devient très, très fragile. Et ce problème, bien sûr, était très, très visible à l'Est pendant le temps du communisme, parce que toute l'idéologie de nous, de jeunes cinéastes qui voulaient critiquer le régime, était que il faut montrer le mal qui vient de système. Mais pour montrer le mal, il faut montrer les gens. Et pour montrer les gens, c'était difficile parce que si on a décidé de montrer un homme qui pense différemment que l'idéologie officielle, c'était très dangereux pour lui. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a essayé de faire des trucs différents, mais l'idée principale, notre idée principale était, comme dans le titre de film de Marcel Wojcinski, pour que ça n'a fait mal,
n'a fait pas mal. Parce que c'est le film, donc, on a revenu après 23 ans chez la même fille qui devenait une femme, et pour essayer d'aller plus loin, en la ouvrant pour le spectateur. Et ce sont ces mots. Elle dit dans le film, qu'est-ce que je peux faire? From one hand. D'un côté, je veux que Marcel reçoive son film. Mais de l'autre côté, je veux que ça ne fait pas mal à moi. Et c'est toujours très difficile, et pas seulement dans le temps de communisme, parce qu'après ça, quand on a vaincu, j'ai manqué très beaucoup le conflit, et je suis parti pour presque 10 ans pour filmer les guerres, les conflits, surtout au Balkan. Et c'était encore une fois la même chose, le même problème. Le premier film qu'on a fait, by the way, avec Paweł Pawlikowski, qui a reçu Oscar l'année dernière. Alors, on a fait le film à Bosnie, et c'était le film qu'on pensait qu'il est objectif. Oui, il montrait deux côtés, il montrait la vérité, on a pensé. Et le résultat était que c'était un film anglais, que avant la première au télé, le deux côtés ont protesté. Alors, personne n'était pas heureux. C'était très, très, très fragile, mais ça donnait la signe que peut-être ce film était vraiment objectif, qu'il montrait que ce sont les mâles de deux côtés, et elles n'aimaient pas eux-mêmes. Et revenant à votre sujet, c'est le sujet éternel de notre discussion. Qu'est-ce que c'est que la réalité? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Parce que toujours il faut couper, toujours il faut monter, toujours il faut choisir, toujours il faut avoir un point de vue. Mais alors où est la vérité? La vérité, c'est toujours, on pense, quand on est, c'est Marcel qui le dit toujours, ça ne fait rien si cette action est provoquée par moi. Mais si elle est possible, ça veut dire que c'est la vérité. Oui, c'est une vérité. Et c'est la même chose avec les héros de films. C'est très difficile de les montrer entièrement, avec tout leur pensée, avec tout leur comportement, avec toutes les relations. Mais on croit que notre devoir est de faire extraction de choses, des procès, de pensée le plus important, le plus caractéristique pour cet homme. Et en ce cas, on pensait, c'est la vérité. Dans le temps de communisme, notre relation avec des gens qui étaient
parfois de deux côtés de la barricade, parce que notre situation préférée était qu'on avait d'une côté un officiel, un idéologiste, ou simplement un membre de parti communiste, qui signifiait le mal, et de l'autre côté, notre héros qui était peut-être contre, ou il était au moins différent, mais comment les rapprocher? Très souvent, ce n'était pas difficile parce que les officiels, ils avaient le devoir de exprimer leur idée toujours le plus fort possible. Bien sûr, on a essayé toujours d'aider un tout petit peu. Notre situation préférée était de le montrer avec des symboles de communisme. Alors, les drapeaux, les sculptures, les signes, quelques signes, comme le marteau et le Fusil. fusil. Et ça aidait beaucoup. Donc, les mots ne devraient pas être si forts comme on voyait le symbole. Et de l'autre côté, on avait un homme qu'on a aimé et qu'on ne voulait pas de harasser. Harcelé. Souvent, d'abord, le contrat avec ces gens-là était que ils devraient savoir tout. Ça veut dire, ils devraient savoir que c'est dangereux, peut-être, ça ne sera pas bon pour eux, mais de l'autre côté, de notre point de vue, c'est nécessaire. Il faut le dire. Quelle était très souvent la conséquence que, spécialement Kieślowski-Łosiński, il était les gens qui, après le tournage, après la première de film, ou après le film était banned. Interdit, oui. Mais tout de même, tout le monde, spécialement de l'autre côté, de côté de parti communiste, ils l'ont vu, et il était arrêté par la censure, mais les gens qui devraient le voir, le vu. Et ils pouvaient faire la réaction contre les gens qui étaient dans le film. Alors, le devoir de mes amis était toujours de aider ces gens après tout ce temps. Pour les années, il essayait de leur trouver le travail, de trouver le lieu où ils pouvaient vivre sans problème, etc. Il y avait des autres moyens qu'on essayait de faire. C'était quelque chose qui était grand spécialiste de la diplomatie de cinéaste. Il a découvert qu'on a fait le film Curriculum vitae, je ne sais pas, Życiorys. Oui. C'était un film très fort, mais il a raconté l'histoire d'un membre de la partie qui était honnête. Et il a souffert mal de pouvoir. Et on a découvert que ce film était dirigé pour la diffusion parmi les membres de la partie seulement. C'était trop dangereux de le montrer à la société en général,
Mais pour les membres de la partie, ils pensaient que c'est éducatif. Alors, quand ce film était dirigé comme ça, le film suivant, on a avant préparé seulement pour cette scène de la partie communiste. Et en ce cas, on savait que d'abord, on peut aller beaucoup plus loin dedans et de montrer quelque chose qui est absolument interdit pour la public. Et de l'autre côté, que ce n'est pas dangereux pour le héros. Parce qu'il était protégé par les spectateurs. Les spectateurs étaient les membres de la partie communiste. Est-ce que tu peux montrer l'extrait finalement? Non. Si on a le temps, c'était comme le dessert. Bon. Non, c'était comme on dit Kawaratun cover. Oui, pour moi. Mais. Si ça dure 5 minutes, on peut en Ouais. Oui. On peut montrer. Oui. Sur Kosovo. Oui. Alors, ce sera ma conclusion. Okay. Après cette morceau, oui. C'est le funérail d'un soldat serbe qui était assassiné, on peut dire, par les Albaniens de Kosovo. Zasatce. Comme un piège. Oui, c'est ça. C'était un piège. Oui. Et c'était une scène très, très émotionnelle, parce que c'était la différence entre les deux côtés. Les orthodoxes, ils sont vraiment très émotionnels. Et ce funérail était très grand émotionnel. Oui. Et on a reçu l'information que ce sera à 12 heures. On est venu là-bas et d'abord, la caméra était toujours dans la voiture et on a commencé à préparer la relation avec des participants. Et c'était très, très simple. Il disait, oui, mais ne dérangez pas, ça c'est tout, mais c'est pour nous, c'est bon que vous voulez montrer la tragédie de notre nation, etc. C'était normal. Mais qu'est-ce que se passe? On a filmé cette scène qui dure 2-3 heures. Ici, c'est 3 minutes. Avec le cri, avec le omdlenia. L'évanouissement. Oui, l'évanouissement de père, par exemple, de ce garçon. Et puis, on a rentré à la maison et ils ont commencé à boire. Ils ont bu du matin, mais maintenant c'était officiel. C'était officiellement Stepa to się mówi... Jak po polsku się mówi inaczej, takie obce słowo? Tout de même, c'est normal qu'il y a quelque chose pour manger et beaucoup à boire pour toute la famille et les participants. Et la fin de ça était que nous avons survécu seulement parce qu'on avait notre voiture était pancernée, armée, armored. Ouais, blindé. Blindé, oui. Et parce nous sommes enfuis dans 15 secondes parce qu'on a vu que soudain, le rapport vers nous
était changé complètement. On n'a pas compris pourquoi, mais c'était le résultat parce qu'on a enregistré les conversations ou les žálet, které oni vylevali. Les complaintes, oui. Et ils ont commencé à être plus et plus agités, et soudain, c'était tourné vers nous, contre nous. Oui. Et finalement, ils ont tiré. Mais, comme j'ai dit, c'était blindé la voiture, alors nous sommes enfuis. Et ça montre la possibilité de situation, comment les relations avec les héros peuvent changer. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne vais pas monopoliser la parole. Si vous avez des remarques ou des questions de personnes. Oui, moi, je voudrais porter une première remarque. C'est celle qu'avait fait Wiseman à propos de Ticket de folie, qui est son premier film qui a été interdit pendant 11 ans. La première fois qu'il l'a montré au responsable, c'est un pénitencier psychiatrique. Il est filmé, il est l'auteur. La première fois qu'il l'a montré à l'équipe, au directeur, etc., tout le monde a trouvé oui, c'est ça. Et puis ont commencé à apparaître les critiques dans les journaux, dans les festivals, le festival de New York, etc., disant la honte que sont des lieux pareils, etc., le comportement de ces gardiens habillés qui gardent des gens à demi complètement nus, etc. Et là, leur regard a complètement changé, il est passé par le regard des autres, pour qui, d'un seul coup, il s'est révélé un écart critique. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir comment un film peut être reçu d'une façon, puis ce regard se modifier avec la vox populi ou avec la critique et la publicité qui est accordée. Et l'autre exemple que je veux donner, c'est une scène que j'avais fait. On faisait un film sur le cerveau au laboratoire de la salle Pétrière, le plus vieux lieu de recherche sur le cerveau. Et donc on avait un matin filmé une autopsie, enfin plutôt les résultats d'autopsie, ablation du cerveau et découpe du cerveau immédiat pour diagnostic. Et on avait deux versions de cette scène avec une charmante femme qui fait partie du service, une complètement plate et le protocole suivi très calmement pour passer le premier recul un peu horrifique, c'est banal. Et puis on a une deuxième scène, je ne dirais pas la Woody Allen, mais quand même quelque chose un peu comme ça, puisque cette femme est très énervée, puisque ce matin-là, c'est pas elle qui est de service, c'est quelqu'un d'autre qui aurait dû le faire, et elle n'arrête pas de pester contre les uns, les autres, etc. Et donc avec ce cerveau, parce que les yeux font partie du système nerveux central, donc il y a les yeux et le cerveau, donc on a une scène qui, évidemment, cinématographiquement, était très supérieure. Mais j'avoue qu'on s'est senti obligé de l'appeler, et je lui ai demandé de venir voir à la table de montage. Et évidemment, elle a opté pour la scène plate. Et puis après, on allait déjeuner. Et là, le réalisateur et moi, on a vraiment entrepris, au bénéfice du jeu dramatique du film, de la convaincre. Et je dois dire que très loyalement, elle a dit, moi je passe pour une andouille, une duche, etc. Mais bon, elle a joué le jeu. Mais on s'est senti quand même obligé de lui soumettre les deux versions. Voilà le genre de choses auxquelles on peut être confronté par rapport à la restitution des intérêts. Oui, et je pense que cette dimension temporelle, le fait qu'on vient une première fois vers les gens et on revient vers eux, c'est très important dans les documentaires parce que c'est rare qu'on rencontre la personne qu'une seule fois. Souvent on rencontre la personne plusieurs fois. Et donc cette question de la confiance, elle se joue aussi dans le temps. Il faut garder, en effet, avoir des capacités de convaincre, enfin des marges de manœuvre pour convaincre et pour pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. Ouais. François, est-ce que vous avez été tenté par le fait d'inviter justement dans la salle de montage, comme ce qui vient d'être dit, des personnages à des moments où vous sentiez qu'il se jouait quelque chose qui peut-être ne leur conviendrait pas. Est-ce que dans la salle de montage, ça vous est arrivé Dans le cas du Mali, c'est peut-être plus compliqué. Non, pas dans la salle de montage, mais parce que en ces temps, spécialement en 70, 80, et
on a tourné beaucoup et la manière de préparer, de finir le film était complètement différente. C'était très élaboré, c'était très discuté entre nous. Oui. Et toujours, on a faisait des projections avant que le film était présenté au pouvoir. Pour les amis, pour les spectateurs amicaux, on peut dire, et aussi pour le participant de film. Alors, ce n'était pas la salle de montage, mais tout après, on a montré le film aux héros. Oui. Et pour le journal du Revesta que nous allons voir ce soir à 18h de Coméliès, est-ce que... Le film n'a pas été montré. C'était la même chose. Alors, j'ai invité... Après 89, donc est-ce que... J'ai invité les participants, mais c'était absolument... l'atmosphère était différente. Parce que le film était fait 25 ans après le tournage et la situation politique était complètement différente. Alors, ce n'était pas dangereux, ce n'était pas possible de montrer quelque chose faux, parce que tout le monde savait qu'ils avaient raison, ces gens-là, qu'ils ont battu contre le système, et que peut-être c'était de temps en temps drôle. Toute cette conspiration était, how do you say, childish a little bit. Taka dziecinna trochę. Infantile. Mais tout de même, l'idéologie était absolument right. Juste. Oui, juste, oui. La remarque de François était intéressante parce que ça se produit souvent. En fait, il y a par exemple le film de Carrel sur le journal de 20 heures, c'était quand même extraordinaire parce que là, il s'agit de journalistes professionnels. Donc, William Carrel a suivi pendant une très longue période les réunions de rédaction. Il a fait un film. Le film a été montré à la rédaction. Ça fait rigoler les journalistes en disant « Oui, c'est vraiment nous, tu nous as vraiment bien croqué, etc. » au sens sympathique du terme. Et puis, la presse a réagi très négativement contre les journalistes en disant « Ils baillent pendant qu'il y a une dame qui explique son projet, etc. C'est scandaleux, etc. » Et donc, ils se sont sentis négatifs, héros négatifs, alors qu'ils avaient donné leur aval au film. Et donc, c'est dans un deuxième temps qu'ils ont porté une plainte officielle. L'association des journalistes a porté une plainte officielle contre eux. Donc, ça se produit souvent. Et donc, et là, c'était doublement en miroir, puisqu'il s'agit de journalistes dont le métier est eux-mêmes de faire des images des gens et de les montrer, quoi. Et puis il y a aussi, par exemple, le film de Nicolas Philibert est très à voir. Je suis persuadé que quand on a vu Nicolas Philibert avec 2 enfants en nœud papillon et en smoking au Festival de Cannes, ça a, excusez-moi l'expression, fichu la merde, parce que jusque-là, on avait un film humaniste qui faisait le portrait d'un instituteur idéaliste, parfait, etc. Mais quand ce même instituteur a vu ça à la télé, il s'est dit « Mais zut, moi je me suis fait rouler, ils sont en train de faire du fric ». Et donc il a entamé une plainte, etc. Donc il y a tous ces aftermaths des films qui sont intéressants parce que ça fait quand même partie du... Et du coup, après, la question du réel se pose, puisque ce héros qui était entièrement positif dans le film, c'était l'instituteur désintéressé, parfait, idéal dans une province française, incarnation parfaite de la République de Jules Ferry, se révèle finalement aproguin comme tout le monde. Et donc, il y a un retour du réel, quoi. Par rapport à cette période des années 70, notamment, je pense à 2 films, l'un c'est Collision frontale et l'autre c'est Café Miłość de Kieślowski, premier Kieślowski. Je me demandais dans les 2 cas, en fait, il y a eu un problème moral qui s'est posé. Dans le premier cas chez Wozinski, c'est comment est-ce qu'on rend la dignité à une personne qui l'a perdue.
puisque, je vous raconte simplement l'histoire, c'est un conducteur de train qui est déchu de son statut social après un accident qu'il a causé et qui lui fait perdre la possibilité d'avoir cette célébration qu'avait chaque travailleur des trains au moment où ils vont à la retraite. Et Marcel Wojcicki, quelques années après, décide, à travers ce film, de rendre sa dignité à ce personnage en créant, en organisant, et à travers le tournage du film, cette célébration. Et dans le cas de Kieślowski, c'est un cas un peu différent, c'est que Kieślowski s'est posé des questions morales à partir du moment où il a filmé une jeune femme de 17 ans qui va avoir un enfant et qui pleure. Il filme ce moment de déclic et de difficulté morale et il s'est demandé est-ce que je dois intégrer cette séquence ou pas dans le film, étant donné que je... Mais quelle séquence, pardon? Dans la séquence, pardon. La séquence des larmes, je crois. La séquence où elle pleure. Au moment de l'accouchement, il me semble. Au moment de l'accouchement de Jadwiga, cette espèce d'explosion justement d'émotions du père et de la mère qu'il a réussi à filmer. Dans ce qu'il disait, en tout cas, qu'il avait hésité à intégrer ou pas à ce moment-là. Est-ce qu'il avait le droit, en fait, d'aller montrer cette frontière-là de l'intime? Et même au-delà, en fait, il s'est posé la question de savoir effectivement est-ce qu'il allait l'intégrer ou pas. Mais plus loin, c'est-à-dire, est-ce que je peux montrer quelque chose qui n'a plus l'air documentaire? C'est-à-dire, je vois dans cette matière, dans ces larmes, dans cette situation, quelque chose qui n'a plus à voir avec mon approche documentaire. Et j'ai lu une interview où justement quelque chose qui dit, c'est peut-être à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je prenne de la fiction. C'est en tout cas en France, ce qui est souvent répété. Non, la décision était 6 ans plus tard, mais la question générale est toujours est-ce que ça c'est bon pour le film? Est-ce que ça c'est bon pour le personnage? Et on a été sûr que c'est très bon pour le film et très bon pour elle-même. Parce que c'était humaine, c'était émouvant, et c'était, on peut dire, la conséquence de tout le film. Parce que le film racontait l'histoire de l'amour d'enfants contre le système. Parce que il y a beaucoup de scènes, par exemple, quand elles viennent à l'école pour discuter avec le directeur de l'école, c'est terrifiant. Alors, elle doit rencontrer un milicien qui entre dans sa maison pour faire il y a des dénonciations de voisins contre eux, etc. C'est l'autre problème moral. Mais c'était organisé. C'était un milicien qui était envoyé par nous. Et on a été sûr que ça n'a pas de conséquences. Mais c'était alors... Et à la fin, même l'accouchement, c'était... la signification de cette scène est que tout le temps, elle doit se battre contre le système. Contre ça qui est autour d'elle, parce que le plus important, ce n'est pas elle criant, mais ce sont des infirmières qui discutent qu'est-ce qu'il y a dans le magasin demain, qu'est-ce qu'on peut faire, et il la ignore complètement. Et c'est le sujet de cette scène. Et en cas de Wojcicki, de collision frontale, c'était d'abord le film, tandis qu'il était très, très, très limité. Il était 11 minutes, je crois. Mais tout de même, le film était fait pour
expliquer pourquoi il a fait la collision. Tous les scènes qui montrent comme ça c'est dur, il dort 2 heures entre un train et l'autre ce n'est pas l'hôtel, c'est vraiment, ce sont comme des caves. Alors, on le réveille, on les traite comme les animaux. Alors, c'était notre but de montrer ça. Et de l'autre côté, ça c'est très intéressant parce que pour ceux qui n'ont pas vu ce film, c'est une histoire d'un conducteur du train qui a fait cette catastrophe juste 1 mois ou 2 mois avant la retraite, oui. Et il était si bien jusqu'à ce temps traité par le pouvoir qu'il voulait le faire cette grande goodbye, oui. Adieu. Fête, oui. Et c'était parce qu'il a passé ça, parce que nous avons organisé ça, tandis que les autorités, ils ont dit non. Oui. Mais nous avons organisé, il était heureux, vraiment. Comme comme c'était la vérité, comme c'était in real, you know. Très bien. Merci sur cette touche positive du cinéma qui répare le réel. Question sur cette scène finale en couleur de collision frontale. Il est heureux. Et c'est un pied de nez aux bureaucrates qui ont refusé qu'il ait droit à cette cérémonie, oui. Parce qu'elle a lieu pour le film. Et même le bureaucrate dit avant qu'elle ait lieu, c'est pourquoi Marianne n'aura pas droit à la cérémonie qu'on verra dans le film. Mais on peut la lire autrement, cette scène, elle a un côté pathétique parce que c'est tout l'apparat du réalisme socialiste un peu ridicule. Mais tout de même, pour ces gens, c'était quelque chose de très important. Tout de même. Et c'était, vous savez, c'était la frontière entre les deux côtés était très faible, était très pas visible. Au rapport, qu'est-ce que vous avez dit à propos de Weizmann? Qu'est-ce qui s'est passé avec nos films? Très souvent, qu'ils sont sortis, tandis que pour 3 ans, ils ont été arrêtés, parce que l'idéologie de pouvoir était telle que il faut faire des films au cas où. Parce que tout le monde savait que le système ne marche pas. Alors, comment il marchait? Il marchait de telle méthode que, après quelques ans, on a dit, oh, ce n'est pas le système qui est mal. C'était ce gars-là. Il est coupable. Alors, il faut le changer, et puis... Ça ira bien. Ça ira. Mais pour changer, mais tout le monde, on ne peut pas changer tout le monde. Alors, nos rédacteurs doivent rester. Et ils ont été prêts pour montrer, nous le savons 3 ans, il y a 3 ans, que c'était mal. Vous savez, nous avons le film dans le magasin qu'on a fait contre, mais ce n'était pas possible de le montrer. Mais maintenant, et c'était le moment que, soudain, le film est sorti. Jérôme, le cas de Weizmann, il est assez intéressant aussi parce que, si je me souviens bien, il a donné une interview où il explique que les réactions après Ticket Follies ont fait qu'il a changé sa manière de faire des films. C'était son premier film et c'est un montage très à la Vigo avec des contrastes forts et tout. Il prend un peu les gens. Il y a ce parallèle entre le déshabillage des détenus et la psychiatrie, etc. Et donc il a fait après des films plus subtils, qui étaient moins, où il utilisait moins des contrastes un peu faciles, disons, et puis qui permettaient aussi de l'attaquer lui comme réalisateur. Donc il a décidé de faire des films plus complexes, mais qui disaient quand même ce qu'il voulait dire.
Oui, il a renoncé au montage parallèle. Voilà, mais... Parce qu'on voit l'intubation d'un exact, oui. Et on voit en même temps son cadavre en train d'être préparé. Oui, oui. Oui. Donc là, effectivement, c'est du montage assez direct. Oui, ça, et puis le déshabillage... Et après, il a adopté un montage plus romanesque, c'est comme ça qu'il le qualifie, où les scènes sont respectées dans leur continuité. Oui, on va prendre une dernière remarque à Mathias. Je ne sais pas si vous avez... Jusqu'à 13 vous arrivez de donner de l'argent, pas forcément pour payer, mais pour compenser si quelqu'un en un film et ne peut pas aller travailler, voilà, on rembourse quelque part ce qu'a déjà fait Arti avec Manouk, entre guillemets. Et est-ce que ça change le rapport si on a donné quelque chose à ceux qu'on filme par rapport au film, à la vision après qu'il y a de soi-même dans ce film? Si j'ai bien compris, d'abord, la règle principale est qu'on ne paye pas pour le documentaire, jamais. Et surtout, par exemple, en Angleterre, ça c'est comme le décalogue, vous savez, on n'est jamais paye pas. Et en plus, si on veut aider le personnage, si on veut l'aider simplement, on fait ça après tout le tournage, pour ne pas intervenir dans la réalité. Alors, on finit le film et puis on s'occupe de personnages. Je connais au moins un contre-exemple de ce que vous venez de dire. Je tiens de Marcel Ophuls. Sir Anthony Eden a demandé 100 livres pour figurer dans le film Le Chagrin et la Pitié, puisse venir l'interviewer, etc. C'est symbolique, évidemment. Mais il tenait à être payé en tant qu'intervenant dans le film. Oui, ça arrive, oui, bien sûr. C'est un œuvre. Oui, mais c'est vrai que ça change beaucoup le rapport avec un acteur dans une fiction qui est payé, et du coup, voilà, après il n'a pas de contrat. Enfin, que le film lui rende justice ou pas, c'est pas... Pour les Anglais, ce qui est quand même curieux, c'est que quand ils font des films outre-mer, je dirais, là ils payent. Donc il y a deux règles différentes. Par exemple, les films BBC, plus ou moins ethnographiques, comme pour ne pas être accusé de filmer des gens qui sont dans la misère en tant que chaîne d'un pays nanti, ils payent. Et quelquefois, ça change les choses quand même aussi. Parce que les mobilisations, quand on paye quelqu'un, il se mobilise pour fournir un service. Donc ça change, même les rituels et tout ça, ça change les choses. Mathieu, tu as une autre question? Oui, hier nous avons évoqué les personnes et personnages d'enfants dans les films, à propos de Honnête par exemple, et la difficulté de trouver les enfants qui peuvent parler dans un film. On vous évoquant parler de la période des années 70, je pense à cette parlante de Churcy et de Ansel Broven, et je me demande comment est-ce que quelque chose qui s'est pris d'une part pour intégrer cet enfant, mais est-ce que ces enfants ont ensuite vu, pas seulement les enfants d'ailleurs, mais ont ensuite vu le film, et comment est-ce qu'ils ont réagi? Les enfants dans Gadayon Segove? Je ne m'en souviens pas. C'est un bébé la première image, c'est un bébé qui parlait d'enfants. Oui, et puis il y a de jeunes gens. Il y a quelques jeunes gens, en effet. Oui. D'abord, c'est absolument, il a souligné ça toujours, Kieślowski, qu'en faisant Gadayon Segove, c'était complètement différent à la méthode souvent utilisée par les cinéastes. Normalement, tu arrives chez quelqu'un, tu poses la question et tu enregistres. Dans ce cas, c'était complètement upside down. Ça veut dire, on a donné le sujet 3 jours avant le tournage pour que toute personne se peut préparer précisément, n'être pas surpris, mais penser vraiment et dire, parce que c'est un film qui,
on pensait que peut-être sera possible, mais en résultat, c'était formidable, complètement. Peut-être juste préciser les questions, parce que c'est pas... Oui. C'était vraiment simplement 3 questions, parce que le film est composé de personnages d'1 an vers 100 ans. Et alors, quel âge as-tu? Qui es-tu? Et le 3e, le plus important, qu'est-ce que tu veux? Alors, le 3e, c'était très, très, très fondamental. Et on a passé, c'est possible que de ces réponses, on aura le plateau de la Pologne et de pensée de citoyens. Et c'était beaucoup de plus, parce que on a dit dans ce film qu'on veut la liberté, on veut la tolérance, etc. Et ils ont exprimé ça parce qu'ils avaient le temps de se préparer, parce que normalement, peut-être, beaucoup de ces gens, on disait je veux de l'argent, ou je veux un mieux métier, ou quelque chose comme ça. Mais après la réflexion, ils ont dit je voudrais être libre. J'ai une question qui, en vous écoutant, quand vous parliez du traitement des silences ou de la façon dont les gens s'expriment ou arrivent à leurs réponses, c'est ce que vous avez dit, et c'est vrai qu'on coupe ça alors que c'est l'essentiel. Je repensais aussi à Mathieu, ce que tu as montré hier, lorsque tu montrais un documentaire sur une personne qui commençait, c'était le début de l'interview, il disait est-ce que ça sert à quelque chose qu'on fasse cette interview, on est bloqué. J'ai toujours cette question générale sur qu'est-ce que l'on fait avec les gens qui n'ont pas envie de parler, qui n'ont pas envie de faire de soi-même un personnage, qui n'ont pas envie de faire de leur vie un récit. Alors, soit on peut l'analyser en disant c'est parce qu'il y a un blocage, c'est parce qu'ils essayent de cacher, mais peut-être pas. Peut-être que c'est peut-être aussi une disposition morale de refuser de faire de sa vie un récit, refuser de faire de soi-même un personnage. Ça peut être aussi une disposition morale, je pense, et pas simplement parce qu'on veut cacher quelque chose ou parce qu'on occulte quelque chose. Et ça, qu'est-ce qu'on en fait dans un documentaire? Et est-ce que la violence, justement la trahison, la violence du documentariste, c'est pas d'obliger tout le monde à être un personnage, d'obliger tout le monde à faire de sa vie un récit? Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec les gens taiseux, quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ne veulent pas parler? Qui est là-dessus, bon qui est le film de Berliner qui s'appelle Nobody's Business, où il fait un film sur son père qui est un rescapé des camps, et le père ne veut pas parler. Il dit it's nobody's business, c'est ça le truc. Mais c'est vrai que toutes ces questions-là, et tout le film est une lutte entre le père et le fils pour faire le film. Là, pour le coup, il y a une expérience historique et traumatique. On se dit qu'il y a, là, la parole, c'est normal qu'elle mette du temps à venir. Mais dans l'expérience moins traumatique, parce que tout le monde n'a pas non plus vécu la Shoah, enfin, toutes les sociétés n'ont pas traversé le père est très intelligent, et donc il dit, mais je ne suis pas un personnage. Je suis pas un personnage de film et je veux pas l'être. Et donc, et c'est très humoristique. D'accord. Moi, je regarde. Mais c'est la réponse. Tu connais le film? Parce que très souvent, quand on rencontre la situation qui est difficile, que quelqu'un ne veut pas parler, on cherche toujours quelqu'un ou quelque chose, mais souvent c'est quelqu'un, une autre personne qui peut ouvrir la porte. Ça veut dire qu'il peut... En supposant qu'il y a une porte à ouvrir. Alors, par exemple, parce que la différence entre le premier film, le film de Marcel Wojcinski, qui s'appelait La Visite, et c'était le film avec une journaliste qui était le typique dans une ferme. Journaliste de ce temps, 63, 73. Alors, maintenant, quand on a décidé de faire le film après 23 ans, après que la situation ait complètement changé, alors aussi, le journalisme en Pologne était changé, était plus honnête, était plus professionnel. Głęboki, profond, etc. Alors, et aussi, on a pensé que il faut
aller plus profond avec notre personnage principal. Et nous avons fait quelque chose comme casting pour la journaliste. Et celle-ci qui a vaincu, c'était la fille qui, au lieu de poser les questions, elle a commencé par raconter son histoire pour ouvrir la porte. Open the door, ouvrir la porte. Ça veut dire, j'ai passé ça, mon fiancé était comme ça, etc. Et alors, c'était cette méthode de ouvrir. Anya, tu voulais... C'est une question vraiment intéressante sur la violence du documentariste. Ce n'est pas tant est-ce qu'on veut ou pas devenir un personnage. Je pense qu'il y a une tension entre vouloir dire, se raconter et une peur. Et la place du documentariste, elle est justement à ce point très fragile. On ne va pas enchaîner quelqu'un sur une chaise pour le filmer. À partir du moment où il accepte d'être devant une caméra, se joue cette tension entre le désir de dire et la peur de dire. Le contrat peut être rompu à tout moment. À un moment où il sort du cadre. Ouais. Pourquoi est-ce qu'une personne accepte de se mettre sur une chaise pour parler? Parfois, ça peut être juste de la politesse ou parce qu'on lui demande. Et se trouve la personne que tu montrais dans le documentaire là, elle a quand même commencé par dire parce qu'elle ne voyait pas l'utilité de ça, quoi. Enfin, et peut-être qu'en effet, pour elle, à la fin, il y aura toujours pas d'utilité. C'est-à-dire que ce que l'on analyse comme l'importance de revenir sur soi, de se nommer, tout ça. Bah peut-être pas, enfin peut-être que c'était pas pertinent à ses yeux et que ça n'a pas eu d'effet. Est-ce que la parole a forcément un effet? Enfin, c'est peut-être une évidence qu'on a... Il y a bien aussi au cours du film qui revient sur une vie absolument pas épanouissante et justement il n'a pas trouvé de clé ni verbale ni sociale de s'épanouir. Oui, c'est juste, j'ai l'impression qu'on projette quelque chose, une vision des choses où il faut forcément nommer pour... Enfin, voilà, pour que la chose existe, quoi. Oui, je sais pas, j'arrive pas à l'exprimer, mais je... Parce que quand on fait quand on filme des interactions sociales, moi je trouve que c'est toujours mieux enfin, les interviews peuvent être, des entretiens peuvent être bouleversants quand il y a des gens qui ont beaucoup de choses à dire mais sinon pour documenter la vie sociale des gens normalement, les interactions c'est mieux que des interviews parce que il y a sa vie et on n'impose pas nos questions avec une forme particulière qui formate quand même la réponse, comme disait tout à l'heure quelqu'un. Et donc, à ce moment-là, le bon personnage n'est pas nécessairement le plus bavard. C'est peut-être un danger pour le documentariste, celui qui parle le plus. Et donc, parfois, il faut avoir le talent d'aller pêcher quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui a un autre profil. Oui, je voulais rebondir sur cela. C'est vrai qu'on a toute une histoire de l'injonction à la parole qui est une forme de sollicitation qui prend des degrés variés de violence, d'encadrement, injonction dans les mouvements, injonction dans les hôpitaux psychiatriques, injonction devant la police, injonction dans les systèmes communistes à faire ici de soins. Et donc, si on travaille sur cette très longue historicité des conditions d'invitation contrainte à parler, indépendamment même du cadre, on se rend compte que le rapport de documentaire est un rapport qui incorpore cette violence symbolique. Et il incorpore en ayant comme postulat l'idée sur laquelle une intériorité se dirait par des mots, l'idée sur laquelle la parole serait source de catharsis, et l'idée sur laquelle on aurait aspiration effectivement à faire de soi. Merci d'avoir exprimé ce que je voulais dire. C'est tous ces présupposés-là qu'on n'est pas obligé de... Ces présupposés empruntent à différents mondes. Ils empruntent à des mondes de psychanalyse, ils empruntent à des mondes culturels de ce que serait l'intériorité et l'extériorité. La confession. Ils empruntent à une tradition longue durée religieuse de la confession. Et ils sont en fait assez peu discutés, puisque dans ce que vous présentez, la question c'est qui va bien être en mesure de, ou peut-on ouvrir la porte? Et si vous voulez le revoir autrement, ouvrir la porte c'est pas un viol, si on va pousser un peu plus loin. Donc pensez qu'à naître, la question c'est le canal de la voie d'accès, et qu'une fois qu'on obtient la voie d'accès, on aura la possibilité d'instaurer une relation qui serait un bénéfice mutuel. Je crois que l'enjeu n'est pas, comme le disait Anya, la peur et l'envie. Il y a des situations dans lesquelles on a, je me souviens de rapports où des entretiens étaient menés avec des femmes roms en Bulgarie. Et avec l'idée sur laquelle, donc elles avaient été dans des réseaux de traite d'êtres humains, elles étaient donc victimes, et que l'essentiel de leur catharsis allait passer par le fait qu'elles disent « oui, j'ai conscience d'avoir été victime ».
Et je me souviens de discussions informelles avec une femme rom qui, après beaucoup de temps, a réussi à dire à peu près en mots qu'elle ne comprenait pas la question, c'est-à-dire qu'elle ne comprenait pas comment, on la pensait comme une victime, et deux, comme un sujet. Et que les deux catégories, des catégories qui faisaient non-sens. Et que donc ensuite, demander à mettre cela en mots faisait encore plus non-sens dans la situation de sollicitation. Donc je pense que peut-être on devrait se demander pourquoi fait-on un usage aussi dense, parfois très riche, de l'entretien en documentaire, par comparaison à la dimension spectaculaire de la gestuelle, des corps et des mouvements dans des interactions qui ne sont pas sollicitées et qui seraient filmées ayant lieu à côté d'une caméra, mais non pas produites nécessairement pour la caméra dans un face-à-face avec elle. Et l'exemple que tu donnes part d'un traumatisme. C'est l'exemple. C'est ce que disait le psychologue. Oui, mais quand on parle de violence symbolique, la violence symbolique, c'est un point de départ, c'est ce que tu sais, c'est des présupposés de cette violence symbolique. Le film est une relation qui se construit au fur et à mesure et qui aboutit à une œuvre. Donc on parle de cette violence symbolique avec laquelle je suis tout à fait d'accord, mais on ne s'arrête pas à cette violence symbolique, on en fait quelque chose dans une relation. Et je pense que l'objet aussi de votre discussion, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette relation et à partir de ce point de départ de cette violence symbolique. Et après, encore une fois, j'estime que peut-être qu'on peut en discuter, que ce contrat, il peut être arrêté au cours du travail de réalisation. Oui. Bien sûr, le documentariste n'est pas un bourreau, ne torture pas, mais il fait parler. Faire parler, c'est comme la torture. Souvent, les gens acceptent. On se demande pourquoi, par exemple, l'émission. Je pense que c'est de la politesse. On vous demande si vous voulez. Oui, l'émission c'est un peu impoli de dire depuis non. Longtemps. Faites votre truc. Oui, mais les gens refusent pas. Oui, c'est curieux. Oui. Alors que même parfois, ils considèrent qu'ils n'ont rien à dire. Oui. C'est... justement par le réalisateur à ces personnes-là est un dispositif de parole, un dispositif d'expression. Après, l'enjeu, c'est quelle dimension on donne à ce dispositif. Est-ce que c'est du dialogue? Est-ce que c'est de la déclaration? Est-ce que c'est de l'aveu ou de la confession du parlais tout à l'heure? C'est un vrai débat. Et qui rappelle les derniers textes en fait, de Judith Butler qu'elle a écrit après avoir lu le texte justement sur l'aveu de Foucault. Foucault disant en quelque sorte faire un aveu, c'est se plier au pouvoir qui nous dit utilise ce mot fou, homosexuel, etc. Je dois moi me plier à cette autorité en disant je suis quelque chose qui m'est prescrit préalablement. Ce que dit Judith Butler à cet égard, qui m'en intéresse beaucoup, c'est qu'elle dit au fond dire à cette autorité je suis homosexuel ou je suis fou, est-ce que c'est simplement accepter cette autorité et l'entériner, ou est-ce que c'est dire je suis ça, mais je suis aussi autre chose? Et il faut bien voir l'enjeu de la parole, c'est-à-dire comment est-ce qu'on investit un mot? Est-ce qu'un mot nous limite dans ce que nous sommes, dans une identité, ou est-ce qu'au contraire, elle dit je suis ça, mais aussi autre chose? Et comment est-ce qu'on investit cette autre chose, étant donné que la personne qui dit je suis ça est spécifique, est singulière? Oui. C'est un débat absolument essentiel. Oui, et je pense aussi le lieu où est recueillie cette parole, évidemment, être dans la rue et solliciter quelqu'un dans la rue ou aller solliciter quelqu'un chez lui change radicalement les conditions, le temps, la durée de ce que l'on recueille, et même le contenu de ce que l'on recueille. Tes remarques? Oui. C'est parfait. Ce sera le débat du repas. Parce que là, je travaille à l'atelier de documentaire de Félix et il se trouve qu'il y a des échanges, des entretiens, il y a une femme asiatique, il y a la mère du réalisateur, il y a un africain, etc. Et je me demandais si le statut de la parole n'était pas très différent dans les mondes parlementaires, je peux dire, où on est habitué à proférer une parole publique que les gens vont comprendre ou pas. Il y a presque un devoir de parole publique, de s'expliquer, c'est la parole parlementaire. Alors que dans les sagesses antiques, même les nôtres, Rome ou en Grèce, mais dans les autres civilisations, justement cette femme asiatique avec son propre fils qui la filme, et à un moment elle lui fait comme réponse. Ça veut dire qu'on ne dit pas n'importe quoi à n'importe qui, on jauge s'il est capable de l'entendre. Oui. Et ça, c'est l'ancien rapport entre le maître et le disciple dans toutes les sagesses antiques. Et il y a quelque chose de profondément différent là,
dans le statut même de la parole. Bien sûr. Oui, bien ça, sûr. C'est un colloque. Hein. Voilà, et sur les groupes sociaux, évidemment, l'usage de la parole qui varie d'un groupe social à un autre. Merci bien pour cette très belle conclusion. Et donc on va manger au même lieu que demain. Qui a qui se trouve donc toujours dans la petite rotonde qui est en bas. Donc vous descendez les escaliers, vous allez à droite. C'est la salle Warburg qui donne sur la Ah ben voilà.